Bon ben Martha, merci d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. Moi, je suis contente de t'avoir un lendemain de corrida. Oui, un peu fatiguée, pas réveillée, je pense, mais ça va. Ça va? Oui. Bon, alors déjà, en fait, aujourd'hui, je tenais à ce que tu sois là. Parce que c'est vrai que tu as un rôle qui est très important envers les étudiants et envers tous les jeunes en comptabilité. Donc, c'est bien que tu puisses venir parler de ton expérience, de ce que tu as vécu. Tu es aussi diplômée, donc depuis la session de novembre 2024, c'est ça? Novembre, ouais. Donc, on va revenir un peu sur ton parcours académique, un peu professionnel. Voilà, donc si jamais tu as des choses à rajouter, tu pourras les rajouter. Pas de souci. Donc, on va commencer déjà par une petite présentation en quelques phrases. D'accord. Alors, donc, je m'appelle Martha Plonka. Je suis actuellement donc, diplômée du DEC avec tout le parcours de l'expertise comptable, présidente de l'annexe, donc, que je fais à 100% en ce moment. Super. Alors, pourquoi déjà avoir choisi l'expertise comptable? Pourquoi j'ai cette voie? J'avais toujours une vocation à aider les autres. Ce que j'ai toujours voulu, et c'est ce que je fais également dans ma vie personnelle, je suis toujours donc, au service des autres, de mes amis, de ma famille, etc. Donc je voulais avoir quelque chose qui fait du sens. Et donc, là forcément, la médecine. Donc je suis partie en médecine. Donc première année passée, etc. J'ai rencontré des gens formidables avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Mais malheureusement, le concours était très dur. Ouais. Voilà, 1400 personnes, donc moi je les ai passées sur Nice. Et au final, je m'étais dit, je suis pas certaine de vouloir continuer, dans le sens où je devais obligatoirement redoubler ma première année. Et j'étais pas sûre de réussir. Ah. Donc je m'étais dit, je vais perdre 2 ans, ça me sert pas à grand chose, j'avais pas envie de perdre 2 ans de ma vie. T'avais beaucoup bossé cette année de médecine, tu t'es vraiment donné à fond? Ah ouais, encore plus dur. Surtout, en fait, j'ai arrêté au bout du premier semestre. Ah. Donc j'ai fait le premier semestre, mais vraiment à fond. Et en fait, la particularité, c'est pas l'objet du truc, mais tous les jours, t'as un cours différent. Donc en fait, tous les matins, tu avais des cours et tous les après-midi, il fallait apprendre le cours que tu avais. Et dès que tu prenais une demi-journée de retard, en fait, tu avais du retard que tu accumulais sur tout le semestre de médecine. Oui, c'est intenable. Donc c'est très très difficile. Je sais pas comment c'est aujourd'hui. C'était en 2014. J'ai eu un rythme de travail très soutenu et j'ai appris comment je travaillais moi. Voilà, j'ai découvert mes méthodes de travail, qu'est-ce qui était le plus, on va dire, adapté à ma personne et à on va dire mon fonctionnement. Donc c'est pas une année perdue au final? C'est pas une année perdue et ça je m'en suis rendu compte après. Donc j'ai arrêté au bout du premier semestre et du coup là je me suis dit je veux quand même aider, qu'est-ce que je peux aider? Au moment du lycée, c'était soit médecine, soit l'expertise comptable. Ah, rien à voir en fait. Un médical, un plus finance. Rien à voir. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui basculent de la médecine à l'expertise comptable. Énormément. T'es vraiment pas la seule. 6, je pense qu'entre 6 et 10 de ma promo. Ah, quand même. Il y avait quand même pas mal de personnes qui basculent en fait, en te levant en mode tu es médecin généraliste des entreprises, etc. Donc en fait, tu t'y retrouves un petit peu. C'est juste que c'est un volet un petit peu plus juridique, un peu plus légal. Et donc j'ai fait un stage en expertise comptable et je me suis dit, ça m'intéresse, les maths, ça m'avait manqué, je suis contente de retrouver ça. Et donc, je me suis dit, ok, je me lance sur un DCG. Initialement, je voulais faire un BTS en alternance, mais j'ai pas été acceptée. À l'époque, il y avait pas assez de postes pour tout le monde, donc moi, je faisais du porte-à-porte. Mais non. Pour trouver du travail, et personne m'a pris en alternance. C'est pas vrai. J'ai fait formation initiale. Ouais. Et pas peut-être les aides, donc peut-être aussi c'était un peu moins. Je t'avoue qu'à ce moment-là, moi, je m'intéressais pas forcément aux aides, parce que mais ça sortait pas, je pense, c'est sorti après. Oui, je pense que c'est depuis quelques années. Mais du coup, il y avait un peu une crise de l'emploi. D'accord. Toi, tu voulais rentrer directement dans le monde du travail, alors, quand même. Oui, voilà, moi, je voulais commencer à travailler, gagner de l'argent. Puis, ça s'est pas fait, donc j'ai fait une formation initiale. DCG? En DCG. À Toulouse? Voilà. À Antibes. Enfin, Antibes, pardon. J'ai fait ma formation initiale à Nice. D'accord, ok. Au lycée d'Estienne-d'Or. Ah oui, donc après, du coup, t'es resté à Nice que pour tout ton DCG? C'est ça. D'accord. Oui. Et alors, le DCG, ça s'est passé comment? C'était donc 3 années intenses. 3 années intenses, mais en fait, je suis arrivée en première année de DCG. Et du coup, là où j'avais un rythme très très soutenu en médecine, en fait, pour moi, c'était les vacances. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, je suis arrivée en DCG, j'étais en mode, attendez, mais j'ai mes week-ends, je peux sortir, mais c'est incroyable. Oui. Donc, j'ai bossé selon le rythme que j'avais pris. Ouais. Et en fait, je suis ressortie avec les matières de première année, je sais pas, à 14 ou 15 de moyenne en fait. Ah oui, quand même. Donc j'avais plein de points d'avance en deuxième année. Ah oui, donc t'avais de grosses facilités même, parce que quand même, avoir ce moyenne-là, c'est quand même beau, 14-15, tu dois être dans les majors, non, de ta promo? Non, même pas. J'avais des filles qui étaient très très fortes, des filles et des garçons, très très forts, on était sur de 18 et 10 moyenne. Mais non. Oui. Ah moi, j'avais pas ces moyennes-là, dans ma classe. Ah oui, donc ça te motive, à la limite, c'est pas plus mal. Oui, enfin, moi, j'ai jamais été première de la classe.
J'ai toujours été moyenne. Là, c'était vraiment les facilités en fait dues à la médecine, qui m'ont permis d'avoir vraiment une bonne moyenne. Mais sinon, moi, j'ai toujours été aux alentours de 13. Voilà, c'était un petit peu ma note. T'es une bonne élève, quoi. T'es une bonne élève. Voilà. Bon, de toute façon, ça suffit pour avoir son diplôme. Hein. On ne vous demande pas d'avoir 20 sur 20. On ne regardait pas les notes. De toute façon, on s'en souvient même pas. Moi, mes notes, je pense que je m'en souviens même pas, tu vois. Même du bac, je les ai retrouvées l'autre jour. Oui. Et j'étais waouh, on les oublie les notes du bac. Le DCG, bon, j'en parle même pas. Mais j'étais en fait, au final, on retient pas les notes. Le plus important, c'est qu'on dise, ok, je l'ai eu, et le reste, c'est pas grave, quoi. Ouais, le bac, je m'en souviens plus non plus. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, tu as eu un DCG qui a été quand même assez simple pour toi. Oui, enfin, la deuxième année, c'était la plus difficile, je pense, en termes de matière, parce que du coup, il y avait tous les droits, en fait, droit des sociétés, droit fiscal. Il y avait également... Compta approfondi aussi. Financement. Compta pro, ça, c'était plus complexe. Finance. Voilà. Ça, c'était des gros trucs. Je me souviens quand j'avais ouvert droit des sociétés, la copie lors de l'épreuve, je m'étais dit, mais putain... Qu'est-ce que je vais mettre? Je connais rien là, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais faire? Et au final, je m'en suis sortie à 11. Là, justement, la première année m'avait beaucoup aidée parce que ça m'a permis de rattraper pas mal mes notes, parce que mes notes c'était autour de 10, 11, 11 et demi souvent pour tous les droits. Et ce qui m'a aussi permis de bien compenser, c'était l'anglais. J'ai eu 19 et demi. Ah! On en revient à ça. J'ai eu un autre invité la semaine dernière. Et on disait que l'anglais, c'était quitte ou double. C'était soit t'étais très fort souvent, ou un peu l'inverse. Oui, après, moi, je suis polonaise, donc j'ai des facilités dans les langues. Oui. Et j'ai toujours eu, on va dire, un lien privilégié avec l'apprentissage de nouvelles langues, que ce soit le français. D'accord. Enfin, français, oui, parce que le polonais, c'est ma langue maternelle. Mais anglais, italien, etc., j'ai beaucoup aimé. Mais là, c'est à l'écrit. Donc, c'est encore différent, parce que au DSCG, c'est à l'oral. Donc, Ah oui, d'accord. Oui, donc tu as des grosses facilités à apprendre des langues, en fait. Oui, pour les langues, oui. Donc là aussi, ça permet de gratter un peu de points, quoi. 19, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. 19, ça a monté bien la moyenne. Oui. Et aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui galère un peu en DCG et qui te dit, bon, moi, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, qu'est-ce que tu dirais, tu donnerais quoi comme conseil? Le DCG, c'est quand même très technique, donc c'est de l'entraînement. Vraiment. Et au final, on retrouve souvent cet aspect-là de ces études, l'expertise comptable. C'est l'entraînement, la répétition, faire les annales, énormément les annales. Je sais que c'est ça qui m'a beaucoup aidée, et profiter et privilégier les matières sur lesquelles on se sent le plus à l'aise. Eh oui, c'est vrai. Si on a un petit peu un aspect juridique, on aime la rédaction, faire un gros focus sur le droit. Si on aime les chiffres, plutôt focus sur la comptabilité. Le contrôle de gestion, j'avais adoré le contrôle de gestion pour le coup. Tu vois. Voilà, parce que là, au final, où j'étais revenue en expertise comptable dans l'idée de retrouver un peu les mathématiques, il n'y a pas de maths en DCG, non. Pas du tout. Donc, quand j'ai retrouvé un peu de contrôle de gestion, je me suis dit, là, il y a un peu cette notion maths. T'as raison, on n'en parle pas assez de ça. Ouais. En contrôle de gestion, t'as un peu cette notion mathématique, qu'en compta, tu ne retrouves pas, en fait, au final. En compta, non. C'est pas des maths, quoi. Non, c'est des écritures, donc ça n'a rien à voir. Et toi, après, du coup, t'es pas partie en DCG? Alors non, j'ai fait le DCG, je l'ai validé. Donc ça, c'est le stress quand on n'a pas fait de BTS avant, d'avoir les notes, parce qu'en fait, on se retrouve, si on n'a pas le DCG, à ne rien avoir au final. C'est ingrat. Hein. Et c'est ça qui est un petit peu stressant. Donc, quand j'ai validé, déjà avant de valider le DCG, j'étais pas dans une démarche je veux être expert comptable. C'était pas ma vocation, c'était pas ma volonté. Non, pas du tout. Tu savais pas du tout ce que tu voulais faire, peut-être? Je voulais faire le management. Voilà, j'avais un super prof de management, monsieur Lépine, que je salue d'ailleurs s'il regarde ça. Un super prof, et j'avais beaucoup aimé justement ses cours. Et je m'étais dit, la compta c'est sympathique, mais je veux changer. Et donc j'ai postulé dans des différents masters de management international, de management d'équipe, etc. Et entre deux villes, entre Lyon et Toulouse. Et je n'ai pas été prise. Je me suis mise quand même sur des DCG, c'est des masters CCA, au cas où, en plan B, c'est des EF, pour être sûre d'avoir quelque chose. Et exactement, parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. Et au final, le master que je voulais absolument, qui était le master international, eh bien, je ne l'ai pas eu. Ah non, voilà. Déception. Sous prétexte que je n'avais pas assez d'expérience à l'international. Ah bon? Donc, c'est drôle. un petit peu dommage. Ouais. Mais bon, au pire, c'est pas très grave. Et donc, les masters management où j'avais été prise, c'était à Lyon. Et j'avais les masters CCA et DSCG à Toulouse. Ah. Et ceux de Lyon également. Et au final, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis le master que tu veux dans la ville que tu aimes un peu moins, ou alors tu continues en compta
mais tu vas dans la ville que tu adores. Moi, Toulouse, c'est une ville que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment ma ville de cœur. D'accord. Que j'ai découvert donc, grâce à des amis qui ont fait des études d'ingénieur ici. Ah, d'accord. Tu connaissais pas avant, en fait. Tu as découvert par des copains. Oui, okay. J'ai découvert par des copains. Et au début, pour moi, Toulouse, la première fois que je suis allée à Toulouse, c'était Ramonville. Je me t'ai dit, c'est pas dingue, quoi. Donc après, j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Donc c'était pour la petite anecdote. D'accord. Mais finalement, j'ai choisi d'aller dans la ville que je veux, rejoindre mes amis. Et je me suis dit, tant pis, je vais aller en compta. Mais au moins, je serai dans un endroit, dans un environnement que je vais adorer et où je vais bien me sentir. Ah, d'accord, je savais pas. Donc j'ai fait Master CCA. Et donc, tu arrives à Toulouse, là. J'arrive à Toulouse, Master CCA, pas DSCG, parce que toujours dans l'optique de, on sait jamais, j'ai pas envie d'être expert comptable. Voilà, parce qu'au final, il y a quand même beaucoup d'ouverture pour le DCG. C'est vrai. Après le DCG, on se dit, oui, non, mais il y a que DSCG ou Master CCA, alors que j'ai des amis qui sont partis en Master de finance. Ah, c'est bien qu'on en parle. Master de management, j'ai été acceptée quand même en Master de management, j'aurais pu y aller. Des amis qui sont allés aussi en Master sur le droit fiscal. Alors, je sais pas si c'est Master droit fiscal ou une licence 3 pour rattraper un petit peu le retard. Ok. Mais il y a d'autres portes d'ouverture. Le DCG, ce n'est pas une fin en soi pour être expert comptable. C'est bien qu'on en parle parce que moi, j'ai eu des commentaires sur des vidéos où on me dit non, c'est pas vrai, le DCG, c'est pas assez connu. Donc, en fait, ça ferme des portes et on est obligé de continuer sur la voie de la comptabilité. Donc, c'est bien qu'on puisse montrer aussi qu'il y a d'autres voies qui s'ouvrent par le DCG parce qu'on peut ne pas aimer après la compta, ou se dire, moi, j'ai une vocation comme toi, aller en management ou aller autre part. Donc, c'est vrai que le DCG ouvre d'autres voies, d'autres portes. Oui. Dont le management, quand même. Oui, bien sûr. Hein. Moi, j'ai été acceptée à l'IAE de Lyon en master de management. Après, je dis pas que si on a un DCG avec peut-être 10, 11, avec un dossier très léger, voilà. Moi, j'avais appuyé mon dossier avec des lettres de recommandation, avec des lettres de motivation. Voilà. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté et je pense que c'est important de solliciter ses professeurs, d'avoir de bonnes relations avec ses professeurs. C'est vrai. Pour qu'ils puissent nous aider par la suite à intégrer le master de notre choix. Ah, ça, c'est vrai, c'est très important. Même peut-être avoir des conseils d'orientation, ça peut aussi aider. Et même parler autour de soi. Parce que souvent, on reste un peu cloîtré, on se dit je sais pas trop. Mais l'association L'Annexe peut aussi les guider dans les autres voies. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais c'est je pense qu'il faut communiquer avec les autres et voir quelles sont les possibilités, regarder des vidéos, etc. Moi, j'ai une amie qui est partie en droit fiscal. Donc, tu vois, c'est on rejoint ce que tu dis. Et elle n'a pas fait de licence ou d'équivalence. Elle avait un dossier, bon dossier, mais elle n'avait pas non plus un dossier avec des notes à 18 et tout, être autour des 13, je pense. Et elle a été acceptée. Parce qu'en fait, le master à 10, ce qui est bien, c'est qu'on voit quelqu'un, du coup, issu d'une autre formation, etc. Et le DCG est de plus en plus reconnu comme le DSCG. C'est vrai que c'est des diplômes qui sont très reconnus. Donc là, tu arrives en CCA. Et ça se passe comment, le CCA ? Le CCA, ça se passe bien. C'est différent. C'est totalement différent de... Moi, j'ai fait le DCG dans un lycée. Donc, rythme très soutenu, cadré. Ah oui, organisé, là. Voilà. Un peu comme Ozen. Oui, je vois. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, CCA, c'est la fac. Cool, donc, la fac. Des TD, des amphis. Enfin, voilà, on est beaucoup plus libre. On est une classe de 50 personnes. Donc, au final, on ne peut pas avoir la relation de proximité qu'on a avec le professeur. Ah non. En DCG. Au début, j'avais un peu mal à me faire une place dans le sens où les gens de licence, vu qu'ils passent ensemble en master, ils se restent entre eux. Nous étions un groupe de nouveaux qui venions de rejoindre le master CCA. Donc, en dehors de la licence, on est restés entre nous. Donc, pareil, super équipe. J'avais passé de très bons moments. Au niveau des cours, c'était donc des matières qui sont beaucoup plus vastes. Enfin, on rentre beaucoup plus dans le détail. Enfin, quand on fait de la conso, etc., c'est plus du tout la même chose. Ah non, pas du tout. Voilà. C'était une approche différente. On était beaucoup plus autonome. Ok. Avec le recul, c'est bien parce que ça permet justement d'apprendre à travailler seul. De savoir qu'on peut compter en soi que sur nous et sur nos amis proches avec qui on révise. Bien sûr. Parce que les profs sont un petit peu moins... disponibles peut-être aussi. Hein. C'est normal, avec ils ont 50 élèves, donc évidemment, ils ne peuvent pas donner cette proximité que tu avais au DCG, que tu as vu au DCG dans un lycée, en fait. C'est ça. Il y a des profs qui étaient très investis, hein, évidemment. Mais c'est vrai que le ressenti était quand même différent que dans une classe de 25 personnes. C'est la fac. Tout simplement. Je suis une grande fêtarde de nature, donc j'avoue avoir pris parfois pas les bonnes décisions et je me suis retrouvée en difficulté pour la première fois dans mon parcours scolaire. En difficulté au niveau de la finance. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas
c'était pas possible. Enfin, je suis pas partie à 500 km de chez mes parents pour étudier, pour au final rater. J'ai jamais rien raté de ma vie. C'était inconcevable. Ah bah non. Donc là, j'ai dit, ok, on se reprend en main. Je suis partie sur des révisions systématiques, donc le soir à la BU. Les BU, elles sont super. Enfin, vraiment, faut pas hésiter à y aller, surtout à Toulouse. Et j'ai révisé... Et vraiment, au final, j'ai validé la finance à 15. Donc, comme quand même. Avec l'entraînement, donc, alors à la fac, donc c'était les partiels de la fac. Au final, même si on se retrouve en difficulté avec une matière, ce que je veux dire, c'est que, eh bien, avec de l'entraînement, avec le bon environnement, des amis qui sont là pour nous expliquer, du coup, j'ai sollicité les professeurs quand j'avais des questions un peu plus techniques, on peut y arriver. Ce sont au final des matières un petit peu plus logiques. Et avec de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, on se retrouve à pouvoir valider. Il faut être, moi, je suis un peu aussi une acharnée du travail quand j'ai envie. Donc, oui, tu te dis, allez, là, c'est parti, j'ai plus le choix. Et donc, tu t'y vas à fond. Et t'as raison aussi. Oui, t'as raison. Pour toi, ça a été quelle matière la plus dure en master CCA? En master CCA, je pense que fusion-consolidation, c'était quand même un gros morceau. Oui. C'était un gros morceau parce qu'en plus, on l'a revu après sur le DSCG. Ah oui, le 4. Donc, gros truc. Mais c'est vrai que ce qui m'a mis en difficulté, c'était davantage la finance au niveau de mon... Après, j'avoue que le master, pour moi, il passait tellement vite que je me souviens plus trop... Autant le DCG, vraiment, j'ai des souvenirs concrets. Ah, c'est vrai, des matières. Drôle. Le master CCA, c'est passé... je pense que j'avais tellement une vie équilibrée, vie pro, vie perso, que... Ouais, ça allait très vite. C'est passé très vite. Et puis vite. tu finis tous les cours, non? C'est ça, tu finis quand? Je finis en juin, il me semble. Ah non, pas plus que ça. Il y avait le stage, et après, donc, il y a aussi le stage de... Master? Le stage de master, oui, voilà, pour avoir le mémoire. Ce que je regrette un petit peu et que je recommande aux personnes, c'est de profiter d'une année pour faire l'année de césure. Moi, je ne l'ai pas faite. Et entre le Master 1 et le Master 2, il est possible de faire une année de césure. Donc, il y a plusieurs élèves qui sont partis donc, à l'étranger, dans différents cabinets, etc., pour profiter d'expériences professionnelles, de ressortir quand même enrichi déjà d'une expérience, soit à l'étranger, parce que pas forcément, et d'une expérience professionnelle. Je ne l'ai pas fait... Voilà, pour des raisons personnelles que je ne me souviens plus. Mais c'était... Oui, à ce moment-là, tu avais des raisons peut-être et en fait, tu l'as pas fait. Oui, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de laisser tomber les études. Donc, je suis pas partie. Mais je pense que ça aurait été une belle expérience pour le Avec coup. du recul. Voilà. Faut pas se dire, oui, faut valider le DEC le plus vite possible. 1 an d'expérience ailleurs, vraiment, je pense que ça ne peut être que plus enrichissant. Je comprends. Ah ouais, d'accord. Et du coup, là, alors, tu as ton CCA... Et tu te dis, je continue en compta. Et donc CCA est le premier stage que j'ai fait dans un cabinet d'expertise à Antibes, parce que j'arrivais pas à trouver de stage sur Toulouse, donc j'ai dû retourner chez moi, à Antibes, pour retrouver un stage de 2 mois. Et là, j'ai eu une nouvelle vision de l'expertise comptable et de l'exercice. J'étais accompagnée d'un expert comptable qui avait fait une formation en gestion de patrimoine. Et donc, ça avait un volet tout de suite un petit peu différent, beaucoup plus dans le conseil, dans l'accompagnement du client. En fait, le champ était très vaste de ce qu'on pouvait proposer aux clients. Et à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai envie de continuer. Ça peut être ça. Le fait de ne pas être cantonné que à de l'exécution de bilan, de déclaration fiscale. La production pure et dure, oui. Voilà. Il y a autre chose derrière le diplôme. Et surtout, la volonté d'être indépendante. Voilà. Mon père est indépendant, donc pour moi, c'était naturel qu'à terme, je voulais être à mon compte. Ah, d'accord, ok, donc, je me suis dit, en fait, le DEC, c'est vraiment une porte pour accéder justement à l'indépendance et faire quoi que je veuille, et surtout dans n'importe quel cadre. Parce qu'au final, on a le DEC. En soi, peut-être que je vais revenir un peu sur ce que je dis, parce que le DEC en soi ne veut pas dire qu'on est entrepreneur. Nous avons la possibilité d'ouvrir notre cabinet. Oui, mais tu as le choix au moins. Tu as le choix. Je pense que se dire en fait que j'ai le choix, des fois, si ça rassure à se dire, ok, si aujourd'hui je préfère être accompagnée, je suis accompagnée, mais si demain je veux être seule et indépendante, je peux l'être. Et je pense aussi que ça peut rassurer certains de se dire qu'on a le choix, en fait. Ah bah bien sûr, c'est toujours mieux de se dire j'ai le choix et je ne veux pas, plutôt que on ne peut pas. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est frustrant peut-être de dire je peux pas. Et si en plus on hésite, parce que les personnes, moi je connais des amis, ils me disent moi je suis bien dans un cadre, une organisation, une structure, ça me rassure. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Mais il y a des gens, ils se disent, ils ne savent pas trop encore. Et ils se disent, j'aimerais bien dans quelques années, peut-être, etc. Et donc, du coup, c'est peut-être ça aussi. Tu as dû être dans ce cas-là aussi, à mon avis. Donc, je pense que je vais rebondir sur ça plus tard. Mais du coup, à ce moment-là, pour moi, le fait d'avoir le DEC, de viser le DEC, ça voudra dire pour moi être entrepreneur. Donc ça, c'est mon postulat de base quand je commence à basculer donc, sur l'option de passer le DSCG. Donc, je valide le Master CCA, voilà, avec une moins bonne moyenne, clairement, qu'en DCG.
Et vient le moment de réviser le DSCG. Donc, je m'étais arrangée avec mon employeur parce que j'ai été embauchée à la suite donc, de mon stage. Ok. Donc, là où j'étais, j'ai fait mon stage de Master CCA. Ils m'ont proposé un CDI. J'ai dit OK, mais je pose 2 semaines et demie de congé sans solde avant les examens du DSCG. À Antibes. Non, à Toulouse. À Toulouse. Donc, tu avais le stage à Toulouse à ce moment-là. Alors oui, pardon. Donc Master 1, stage à Antibes. Et ensuite Master 2, c'est un stage de 6 mois. Donc là, je voulais le faire à Toulouse. Donc je me suis prise 1 an à l'avance. Voilà, pour vraiment être sûre d'en avoir un. Donc quand j'étais en stage à Antibes, j'étais déjà dans des entretiens pour un stage pour l'année prochaine. J'avais trop peur de ne rien avoir. Oui, parce que tu t'es dit une fois pas deux. Voilà, une fois pas deux. Moi, je payais un loyer à Toulouse, donc je voulais profiter pendant 6 mois de ne pas devoir rentrer chez mes parents. D'accord. Donc voilà, à la suite de ce stage-là de 6 mois, j'ai été embauchée. Voilà. Donc top. C'était hyper bien. J'ai fait mon mémoire sur le management du temps dans les cabinets d'expertise comptable. Sympa. Voilà. Comment toute l'histoire de la facturation au temps, parce qu'il y en a toujours un qui paye le temps gaspillé par l'autre. Bien sûr. Que ce soit le collaborateur, le client ou l'expert comptable. C'est hyper intéressant. Voilà, donc j'avais fait un petit peu un rapprochement entre ces éléments-là. Et ça avait bien plu. Tu pourras donner ton mémoire peut-être à ceux qui hésitent à faire des mémoires de management. Je le retrouve. Voilà, si tu le retrouves, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de souci, je pourrais le communiquer. C'est vachement demandé. Un DSCG, un DSCG, CCA, c'est qu'on me demande souvent. CCA, donc pas le mémoire de DSCG. Ça peut donner des idées à des DSCG parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire sur du mana et qui ne savent pas trop comment le prendre, etc. Donc ça peut être un exemple. D'accord, super. Oui, là, c'était pas du tout un mémoire technique. Donc, ça t'a plu. En plus, toi qui aimais le mana, c'était vraiment fait pour toi, quoi. J'avais fait, pour la petite anecdote, je voulais mettre dans mes statistiques, je crois que je l'ai pas fait à la suite parce que c'était trop compliqué, mais le nombre de coups de fil qu'il y avait pour les collaborateurs pour montrer que ils étaient très sollicités. Et donc, chaque fois que ma collègue à côté répondait au téléphone, moi, je mettais des petites croix. Voilà. Et je comptais le nombre de croix ensuite à la fin de la journée. C'est génial. Bon, au bout de 2 jours, j'ai lâché parce que c'était trop compliqué. Il y avait des appels toutes les 5 minutes. Donc, dans le plan management du temps, comment on valorise tout le temps passé au téléphone par le collaborateur. C'est hyper intéressant. Donc là, tu te dis, allez, DSCG. Donc, DSCG. C'est ça. Je négocie donc 2 semaines et demie de congé avec mon employeur sans solde pour pouvoir préparer les examens. Il fallait absolument que je valide, comme pour n'importe qui, parce que je voulais commencer le stage DEC au 1er janvier. Donc nous sommes 1er janvier 2021, parce que j'ai passé le master au moment du Covid. Voilà, donc c'était rigolo. Et donc DSCG, je passe le DSCG. Et là, pendant les 2 semaines et demie, je me souviens que j'avais un rythme, pareil, très soutenu au niveau des révisions. Les matins, je me réveillais à 4h du mat. Voilà, pour réviser. Et vraiment, une spirale. J'écoutais les vidéos de motivation sur YouTube en mode oui, tu vas y arriver. Je l'ai fait moi aussi. Voilà. Ça marche super bien. Ça marche hyper bien. Et j'enchaînais les exercices les annales. Je faisais une annale, j'y arrivais pas. Ok, je devais la refaire le lendemain. Et vraiment en mode bootcamp, quoi. Bootcamp DSCG. Militaire, quoi. Oui. Et pareil, j'ai pris donc UE1 et UE4, donc le droit et la compta, et l'anglais. Je savais que j'avais des facilités. Je me suis dit non, je vais rattraper le coup avec l'anglais, même si là c'est à l'oral. Voilà. Et moi, c'était la première année où on basculait donc de économie. C'était l'économie, c'est un oral sur l'économie. Et on est passé en oral en anglais. C'est ça. Et moi, c'était la première année. Donc, je pense que la première année sont aussi plus. C'était plus simple avant parce qu'il parlait en français. Et moi, je suis comme toi, j'ai passé les examens en parlant en anglais. Donc, voilà. C'est ça. Et donc, en fait, la matière a changé. Et donc, j'en ai profité en me disant, OK, anglais, je vais y aller. Et par la chance, donc, avec tout mon entraînement, j'ai validé les 2 UE, donc pareil à 11,5. Et du coup, pareil, j'ai eu 15 en anglais. Donc, ça m'avait permis. Au final, là où ça me devait me compenser, ça n'a pas compensé, mais ça a été tout aussi utile de passer cette. Oui, parce que je savais pas, tu peux passer donc UE1 et 4, et tu peux passer, donc si tu as envie, une autre épreuve à côté. Je pensais qu'il y avait un nombre, tu sais, à passer, par exemple, qu'il fallait en passer les 2 ou 2 de plus, non. En fait, tout le Master CCA te donne des équivalences pour toutes les UE, sauf UE1 et UE4. Par contre, si tu décides de faire sauter une équivalence en finance, en management, parce que tu sais que tu as l'aise dessus, tu peux. Je savais pas. Voilà, tu t'inscris aux épreuves que tu veux, mais par défaut, tu pars sur une note de 10 pour toutes les matières. Et en fait, par contre, si tu as 9, là, tu perds en fait l'équivalence que tu avais eu de 10, quoi. Et il faut le repasser par la suite, normalement. Tu peux pas récupérer ton équivalence par la suite. En disant, finalement, l'année suivante, je me trompe. Je peux plus le faire. Quand même, donc c'est quand même assez réglementé. Si t'es pas sûr d'avoir plus de 10, vaut mieux pas tenter le coup, quoi. Et donc là,
c'est parti, on se dirige vers le DEC. Et donc, je valide le DSCG, par chance, et je me lance dans le stage DEC. Donc, stage DEC qui se passe très bien. Enfin, c'était au cours enfin, avec le cabinet dans lequel j'avais commencé le stage. J'ai trouvé chaque journée très intéressante. Ah, voilà, les journées de formation DEC. ok. Là où souvent on se dit oui, je reste 8 heures devant un diapo, c'est barbant, le prof, nanana. Moi, j'ai adoré. Ouais, J'ai adoré, et chaque fois, ça me donnait de nouvelles idées à apporter au cabinet. Et il y avait une idée particulièrement, enfin une journée particulière qui m'a fait un petit peu apporter de nouvelles choses à mon cabinet, c'était la journée sur la qualité. Ah, Où je me suis dit, oui, voilà, contrôle qualité, etc. Je me suis dit, là, on a un contrôle qualité, on ne sera pas au top. ok. Ça sera pas catastrophique, mais on Oui. sera pas au top. On peut mieux faire, quoi. On peut mieux faire. Et je me suis dit, ok, moi je veux me lancer là-dedans. J'aime bien les ouais. procédures, les process. Donc je me suis dit, ça c'est un truc que j'aime bien. Le lendemain, je viens au travail, Ouais. hyper motivée. Je vais voir ma collègue Tantelli, je dis, écoute Tantelli, j'ai une super idée, j'ai fait une formation là. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Est-ce que ça te dit qu'on en discute et de me rejoindre dans le projet? On se rejoint un week-end dans un café. Donc voilà, ma collègue avec qui on a de très très bonnes relations. On se rejoint un week-end, on en parle et on commence à se lancer dans la réalisation d'un diapo pour présenter le projet à mon patron. C'est génial. Voilà. On a fait un questionnaire qu'on a communiqué à tous les collabs pour savoir quelles étaient leurs problématiques, quelles procédures ils auraient besoin, etc. Et à partir de là, en fait, on s'est présenté comme le pôle qualité. Voilà. C'est top. Et le pôle qualité existe toujours aujourd'hui, malgré le fait que je sois partie du cabinet. Parce que ça a été vraiment quelque chose de très important à mettre en place pour l'accompagnement des nouveaux collaborateurs. Nous avons fait un livret d'accueil, donc toutes les informations concernant les logiciels comptables, toutes les fiches d'informations concernant les outils qu'on a, concernant les particularités du cabinet. Ok. Voilà. Nous avons fait plein de choses, voilà, avec d'autres collègues également, parce qu'on n'était pas que toutes les deux sur le projet. C'était un gros cabinet? C'est un cabinet, on est... alors là, ils ont un peu grossi ces derniers temps, mais on était à peu près une vingtaine, je pense, sur 2 sites, entre Toulouse et Carcassonne. Nous, on était une dizaine en expertise sur Toulouse. Ouais. Après, il y avait un pôle social, un pôle juridique, il y avait des secrétaires. Et aujourd'hui, ils grossissent petit à petit. Ok, donc c'était un cabinet de taille entre guillemets normale. Enfin, on n'avait pas des gros, donc. Oui, à taille humaine, comme on voilà, dit. On dit taille pas petit humaine. cabinet à taille humaine. Voilà, taille humaine, ouais, c'est quoi. On dit à taille humaine. Et donc, du coup, Voilà. tu as pu le faire dans un cabinet à taille humaine. Donc, on peut quand même faire d'autres missions, même dans des cabinets à taille humaine. Oui, oui, tout à fait. Taille humaine, l'avantage de cette taille de cabinet, c'est que on touche un petit peu à tout. Donc, j'ai fait donc de l'expertise. Il y avait un pôle audit, donc j'ai fait également de l'audit. Et ensuite, on pouvait s'intéresser au juridique et au social. Bon, le social, c'est pas une passion, mais voilà, il y avait la possibilité de faire quand même pas mal de choses. Voilà. Oui. Donc, c'était cool. Donc, tu as passé quand même un stage. Tout le stage s'est déroulé dans le même cabinet, alors? Tout le stage s'est déroulé dans le même cabinet, tout à fait. D'accord. Oui, je m'y sentais bien et je suis quand même une personne force de proposition. Donc, j'arrive à trouver des choses qui m'intéressent. Et c'est comme ça que, par la suite, j'ai réussi à faire mon mémoire de DEC dans la continuité donc, de cet état d'esprit-là, de proposer de nouvelles choses aux clients cette fois-ci. Mais j'ai toujours eu une très bonne relation avec mon cabinet donc où j'ai fait le stage. En fait, il n'y avait pas tant besoin... Il y avait des moments difficiles, les périodes fiscales, c'était toujours compliqué. Mais bon, l'ambiance était top, la localisation était top, parce que c'est à Saint-Cyprien, donc en centre-ville. En vrai, j'avais pas vraiment à me plaindre, je pense, au final du contexte du stage. Ça s'est très bien déroulé. Oui. Oh, c'est top de te dire ça. Donc en fait, là, donc, tu passes ton diplôme, tu passes ton DEC, ton stage, et arrive au moment, tu as attestation, et là, il faut passer les épreuves. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, au niveau des épreuves, donc j'ai fini mon stage au 31 décembre 2023, 21-22-23, et donc 2024, j'étais déjà dans l'optique de passer les 3 épreuves en même temps. Ah. Et malheureusement là, coup dur, moment de la notice, 4.2. Ah, mais on va en parler de ça, parce que c'est important que tu puisses faire un retour sur un 4.2. Qu'est-ce qu'on ressent? Donc, tu travailles la notice, tu donnes du temps quand même cette notice, et là, tu reçois un 4.2. Quel est ton sentiment quand tu reçois le 4.2? C'est mitigé parce que d'un autre côté, on va dire, il y a 50% de chances d'obtenir un 4.2. Il y a des personnes, des évaluateurs. Oui, c'est contrôle. Ouais, c'est des animateurs un peu. Oui, c'est le mec qui. Enfin, on va dire celui qui valide la notice. Eh bien, il y en a certains, ils donnent automatiquement 4.2. Voilà, de base.
Parce que recevoir un 4.1 du premier coup, souvent ça peut être mal interprété. Enfin, du coup, ils se disent, ok, je mets 4.2 comme ça. Dans tous les cas, la personne retravaille sa notice et ensuite, je lui donne le 4.1. Oui, parce que j'ai parlé avec un contrôleur, on va appeler ça, et il m'a dit, c'est facile, il y a 9 sur 10 des demandes d'agrément qui ont un 4.2. Donc, en fait, si quelqu'un reçoit un 4.2, il ne faut pas qu'ils disent, j'ai fait n'importe quoi. Oui, c'est pas il y en a 9 sur 10 qui en reçoivent. Et souvent, celui qui reçoit le 4.1, c'est quelqu'un qui a eu un 4.2 avant. Donc, il faut le savoir. En fait, la crainte justement de ces contrôleurs par rapport au 4.1, c'est que la personne se dise, parce que souvent, il y a un 4.1 et des recommandations derrière. Oui. Et en fait, quand on voit le 4.1, on dit, ok, bon, c'est bon, c'est ok, il n'y a plus besoin de modifier. Alors que il y a les recommandations derrière, et en fait, c'est un risque de ne pas prendre en compte les recommandations qui sont faites dans le corps donc, du retour d'agrément. Alors que quand tu as un 4.2, tu es sûr que tu regardes les retours et tu vas corriger à minima la notice en fonction des retours. Ok. Donc, j'ai reçu un 4.2. Bon, coup dur, mais en fait, c'est pas grave. Un mois plus tard, je me relance dans l'aventure de la notice et je renvoie la notice. Alors, j'avais un contrôleur très, très réactif. Donc, moi, sous 48 heures, j'avais mes retours d'agrément. 48 heures? Oui. Attends, mais moi, ça fait un mois que j'attends un retour d'agrément. Et ouais, il était hyper actif. 48 heures? Oui, 48 heures. Et deuxième 4.2. Et là, c'est coup dur. Là, c'est coup dur. Parce que le deuxième 4.2, on reçoit en plus un courrier donc, du jury national. Et dans le jury, dans le courrier, ils avaient dit un mois, c'était pas suffisant pour refaire une notice et qu'il fallait que je me remette en question parce que les recommandations donc, de la personne étaient vraiment justifiées, entre guillemets. Okay. Alors qu'à mon sens, elles n'étaient pas tant justifiées que ça parce que j'avais vraiment fait les changements en fonction de ce qu'il m'avait demandé. Ah oui. Là, il faut un peu de temps pour digérer l'information. Il faut un peu de temps. Et donc, j'ai dit, ok, là, je peux plus rattraper le coup pour passer les 3 épreuves en même temps. Je vais passer les épreuves écrites. La force dans tout ça, et ça, c'est une des recommandations que je peux donner aux personnes qui vont passer le deck sous quelques 4.2, pas 4.2, peu importe, c'est de bien s'entourer. La force de ce diplôme, c'est qu'on n'est pas seul, c'est qu'il y a plein d'autres mémorialistes qui le passent, et vraiment d'avoir des personnes avec qui on traverse ces épreuves-là. Oui. C'est ça qui nous donne envie et qui nous permet d'avancer. Voilà. Ça t'a aidé, toi? Oui. Moi, j'avais ma copine Laure. En fait, j'ai eu 4.2, elle a eu 4.2. J'ai re-eu 4.2, elle a re-eu 4.2. Et en fait, c'était hyper dur. Mais on était ensemble, en fait. Ah ouais, on était motivés ensemble. Et c'est ça. Donc, quand elle avait un coup de mou, moi, je disais non, ne lâche pas. Quand moi, j'avais un coup de mou, elle me disait ne lâche pas. Et on s'entraînait comme ça. Et au final, ça rapproche. Ah, mais forcément, bien sûr, des événements comme ça. Et on s'est suivis comme ça jusqu'à l'oral du deck. Donc, voilà, c'est vraiment la force de ce diplôme. C'est bien s'entourer et j'avais eu des échos de personnes qui passaient le deck en disant oui mais au final je suis dans un cabinet où je suis seule à passer le deck donc j'arrive pas à me motiver donc il faut vraiment tisser des liens soit au travers donc de nos écoles du deck, du stage tisser des liens au travers du stage pour s'entraider et se motiver mutuellement ou au travers de l'annexe du réseau bien sûr ah ouais voilà. Et donc du coup après ce deuxième 4.2, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te remets dans la notice? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je me suis pas fait accompagner au début sur la notice par un coach. J'avais pas de coach. J'avais fait des petites interventions à droite à gauche avec l'annexe, etc., mais sans plus. Et donc là, j'ai décidé de faire appel à vraiment un coach sur comment appréhender ce deuxième 4.2. Et j'avais eu pas mal de conseils concrets en disant ok là c'est ça qui va pas, c'était juste une heure d'échange et au final j'ai décidé de reposer donc j'ai réajusté mon mémoire, enfin ma notice pour refaire une première demande. Ok, voilà. T'as fait des gros changements? J'ai fait quand même pas mal de changements, genre des changements dans le fond restait le même mais le titre c'était plus le même. Ok. J'ai un petit peu changé la construction donc du mémoire, donc avec les parties, une meilleure répartition des parties, plus appropriée en termes pour la compréhension et le fil conducteur donc du mémoire, parce que j'ai fait donc mon mémoire sur les revenus internationaux des résidents fiscaux français. Ok. Voilà. Donc c'était en plus assez technique. Enfin, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit que j'y arriverais pas. Ah, ça donc dans le sens pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais plus par rapport à la nature du sujet. Ok. Donc déjà il y avait quand même quelques difficultés. Mais j'ai fait quand même pas mal de changements pour refaire une première demande. Donc
j'ai fait ça et c'est là où c'est passé et j'ai eu directement un 4.1. Ah oui, là, voilà. Ouf, on va et là, soulagement. Là, je la m'étais pression. dit, c'était la dernière chance. Si j'avais encore un 4.2, je me suis dit, là, c'est fini. Là, je change de sujet, je change tout et j'arrête. Ah ouais, tu fais autre chose, sur le sujet quoi. des revenus internationaux. Voilà. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même se rendre à l'évidence. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas grave. Oui, on va pas avoir dit 4.2 pour se dire. C'est ça. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, donc bon. Donc, tu t'es dit last chance, et là, c'est au moment où tu t'es dit, bon, je vais avoir, s'il faut, mon 4.1, et là, 4.1, et c'est parti. Et c'est parti. Donc, forcément, on a déjà le 4.1, pour rester un petit peu dans le flow, on commence un petit peu à rédiger. Histoire d'avoir soit, on abandonne tout et tant pis, soit on a déjà une base et on peut juste continuer et, on va dire, ajuster en fonction des recommandations du contrôleur. Là, moi, je m'étais déjà arrangée pour quitter mon cabinet. À ce moment-là, j'ai eu une rupture conventionnelle au 30 juin. Donc, nous sommes en mai 2024. Je passe les épreuves. En juillet 2024, je valide. Et 30 juin, je suis en rupture conventionnelle. Et là, je me concentre entièrement à la rédaction. Okay. Voilà. Donc, je fais de la rédaction entre 5 et 6 heures par jour. Ah oui. Oui. On était parti sur une sur un gros effort, on va dire. Et comme ça, jusqu'au 20... on devait déposer avant le 24 août, je crois, quelque chose comme ça, je crois. Donc, jusqu'au 20, 22, 23, j'étais full rédaction, 2 mois, parce que j'avais la période fiscale quand même, où j'avais pas trop pu rédiger. Oui, c'était... Ouais. Je m'étais concentrée sur la notice, sur les épreuves écrites. Oui. Donc, j'ai pu avancer un petit peu sur le mémoire, mais c'est vraiment l'été qui m'a permis, justement... De bien peaufiner tout ça. Oui. Et alors là, t'es diplômée en novembre 2024. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Donc, déjà, il y a l'envoi. C'est vraiment un soulagement. Alors, c'est un soulagement et un stress en même temps. Parce que, est-ce que j'ai tout envoyé ? Est-ce qu'il y a des clés USB ? Est-ce que je me suis pas trompée ? Oui. Donc, bon, et au bout d'un moment, on accepte. OK, on envoie. On reçoit la convocation. Et là, la soutenance à Paris. OK. La soutenance à Paris, c'était assez mitigé. Au final, la soutenance. Parce que je suis arrivée. Et en fait, c'était donc... Il y a l'académique et l'expert comptable qui sont face à nous. Et pendant 15 minutes, l'académique n'a pas arrêté de me dire que mon sujet n'avait pas vraiment de valeur ajoutée, que j'avais proposé des outils en anglais pour le côté international. Il me dit, mais pourquoi vous faites ça, sachant que tous les experts comptables parlent anglais. Et en fait, on se retrouve dans une posture où on est attaqué en direct et on peut pas exploser, on peut pas se mettre à pleurer. Non. Voilà. Faut rester fort là. Nous sommes professionnels et donc si tout le monde parle anglais, c'est tant mieux, comme ça au moins ils ont juste des outils qui sont mis à disposition, prêts à être utilisés, des outils des outils clés en main, je sais plus comment ça s'appelle. D'accord, donc il faut quand même rester calme, rester pro, réfléchir posément et se dire ok, je souffle. 15 minutes très très long au final avec ces questions-là. Puis l'expert comptable a pris le relais et lui il est parti que dans le technique. Et là je me suis dit je préfère les questions de l'académie. Oui, c'est vrai. Donc c'était quand même une heure assez dense en termes d'échange et je suis pas sortie sereine du tout oui, de tu l'oral. t'es dit je vais peut-être devoir y repasser. Voilà, je me suis dit on y retourne, c'est pas grave, en mai 2025 on sera toujours là. On n'est plus ça après, ça son, c'est pas grave. Non, ça c'est vraiment un message par contre qui est important. Le fait de pas commencer le deck tout de suite, le fait de pas valider tout de suite les épreuves, c'est pas grave parce qu'à côté, on continue à augmenter notre expérience professionnelle. Ah mais bien sûr. Donc en fait, il y a absolument rien qui est perdu. D'autant plus quand il n'y a pas d'événements à la suite, d'événements, on va dire, liés à une association ou à un rachat de cabinet. S'il n'y a pas ça, qui est un petit peu, on va dire, une condition pour avoir le diplôme, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. On aura le diplôme 6 mois plus tard. Au final, il faut vraiment relativiser et c'est vraiment important parce que c'est des moments difficiles. Le fait de rater un examen, de rater un écrit, voilà. C'est vraiment important de se dire, c'est pas grave, ça me fait 6 mois d'expérience professionnelle supplémentaire. Mais des fois, c'est stressant parce que moi, j'attends le retour de cette demande et tu te sens un peu... en fait, tu peux rien faire. Oui. Enfin, tu te sens... ça fait 1 mois, j'attends, je me dis, si c'est un 4.2, c'est pas grave. Oui. Donc moi, je peux agir si c'est un 4.2, je peux dire, c'est parti, je me relance dans tout. Et quand on attend en stand-by un peu, etc., je trouve aussi ça très, très dur parce qu'on sait même pas quelle sauce on va être mangé. Et on se dit, le sujet ne peut pas plaire. Et écoute, comme tu dis, c'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est pas une fatalité, il faut pouvoir changer. Oui. Mais dire aux autres,
c'est pas grave si tu rates, tu recommenceras. Oui. Là, c'est important de le dire aussi, parce que souvent, je pense qu'on se sent un peu, on se sent naze, on se dit oh là là, j'ai raté, etc. Mais non, en fait, derrière toi, il y a des gens qui ont été diplômés et qui ont eu du mal aussi à l'avoir, et ils l'ont eu à la fin. Donc au final, il faut pas se démotiver, se dire allez, j'y vais, je fonce, et à un moment donné, ça va le faire, quoi. Bah, c'est ça, c'est souvent ce qu'on me dit. Et moi, on m'avait dit ça. Donc tous les mémoires qu'on voit sur Biblio, base online, etc. Et bien en fait, le mémoire est diffusé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Exactement. Si la personne, eh bien, elle a peut-être raté ses examens 2 fois les écrits, peut-être qu'elle a eu un 4.3, un 4.2. Enfin, c'est un travail sur le long terme. Un travail de longue haleine. Ouais. Et on ne dit pas, enfin, on peut pas dire que c'est des choses qui ont été simples à faire. Enfin, c'est une fin en soi d'être publié. Mais par contre, tout le parcours pour arriver à être publié, parfois, il n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. C'est vrai. Voilà. Je pense que ça ne doit pas être très facile. Et donc là, tu l'as au final. Donc au final, je l'ai. Donc les résultats qui tombent donc janvier 2025. Et là, je suis diplômée, c'est le soulagement. Voilà, tout se passe bien, je suis contente. Et entre-temps, donc professionnellement parlant, donc j'ai eu quelques, on va dire... Péripéties. Quelques péripéties. Et je me suis retrouvée à avoir la présidence de l'annexe. Ah oui. Et en fait, nationale, présidence nationale, oui. Présidence nationale. Et c'est là où, et je suis actuellement dedans aussi. Ah oui. C'est là où s'écrit un petit peu la suite de mon histoire avec cette expérience de l'autre côté. Parce que quand on est expert comptable, donc on assiste les entreprises et les associations. Et là, je suis côté chef d'entreprise. Ah. Voilà. Je suis présidente d'association non rémunérée, évidemment, mais en termes de responsabilité, c'est quand même quelque chose. Au chef d'entreprise. On n'est pas sur un BDE, là. On est quand même sur quelque chose de... Il faut produire des comptes, il faut quand même justifier plein de choses. Bien sûr. Donc, comme tu dis, tu as un vrai rôle d'entrepreneur. Ah oui. Et toi, en plus, qui avait cette vocation... d'être un jour à ton compte, ça, entre guillemets, te donne une idée de ce que c'est. Oui. Et alors, donc, toi, tu as commencé à l'annexe en quelle année ? En 2020. Alors, j'ai intégré le bureau en 2020 et c'était sur fin 2019 où j'ai commencé à intégrer un petit peu les réunions du bureau pour voir comment ça se passe. En région, donc bureau régional. Au Midi-Pyrénées, justement. D'accord. Voilà. J'ai suis rentrée comme chargée de communication. Enfin, il n'y avait pas de poste précis, mais c'était membre annexe et donc moi j'étais chargée des réseaux sociaux parce que je voulais vivre un petit peu la vie d'influenceuse à travers le site de l'annexe parce que je suis pas très à l'aise. Oui, non, justement je voulais pas trop le faire sur mes comptes perso, donc je me suis dit à travers l'annexe je vais faire de la com. Ok. Voilà, donc j'avais adoré. À l'époque, c'était Sophie, donc, qui était présidente donc Midi-Pyrénées, annexe Midi-Pyrénées. À partir de là, j'ai continué. Voilà, c'était Nicolas Ruiz qui était venu me chercher donc en master CCA justement. Il a fait la présentation de l'annexe. Il m'a dit mais ça peut t'intéresser, etc. Donc viens. Et du coup, je me suis dit allez, go tester parce que j'étais déjà donc dans l'associatif quand j'étais en DCG. J'étais présidente du BDE pour le coup, donc vraiment petit BDE. Tu avais une petite notion de ce que c'était l'association de jeunes entre guillemets. D'accord, voilà. Ok. L'annexe c'était quand même plus gros. Oui, bien sûr. De la cohésion au niveau du BDE. Oui, mais une petite idée quand même. Tu sais ce que c'était, on va dire, une asso, quoi. Voilà. Ah ouais, donc là, tu continues et tu prends la présidence de l'annexe Midi-Pyrénées. Donc en quelle année ? Alors, 2022. Ouais. Je prends la présidence donc en 2022. Avant, j'avais fait donc secrétaire. J'ai fait membre, donc chargée de com, secrétaire, présidente. La présidence, c'est une année très, très intense. Oui. Très, très intense. Beaucoup de choses. J'étais présente à beaucoup, beaucoup d'événements. Voilà, pour faire un maximum de choses. J'ai fait toutes les présentations des écoles. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir aujourd'hui en me disant oui, je me souviens de toi, tu as fait la présentation. C'est génial. Oui, donc au final, ça a fait son petit bout de chemin, le fait d'avoir présenté l'annexe. C'est une partie assez importante de notre vie parce qu'il y a quand même la vie pro, vie perso. Bien sûr. Et il y a l'annexe en plus. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Si on a une bonne équipe, c'est ça qui est important dans ce genre de situation, d'association, de bien s'entourer pour pouvoir compter sur les personnes. Mais à l'inverse, l'avantage de l'association, quand on est président, c'est également de comprendre que on ne peut pas compter sur les gens et d'attendre d'eux de faire les choses comme si c'était nous. Oui. Voilà.
je gère une équipe, comment je gère des salariés, donc là, des salariés pour plus tard pour le cabinet, mais comment je gère une équipe que je ne paye pas, comment je les garde motivés pour qu'ils puissent continuer à faire des actions, etc. Oui, t'as raison, il y a quand même un énorme esprit dans tout ça. Hein. Oui, donc c'est important de travailler là-dessus et de se remettre en question et surtout de ne pas se dire, et forcément je pense qu'on est obligé de passer par cette erreur-là, bon bah je le fais. Bah moi j'ai tendance même moi à le faire, de dire bon bah en fait au final personne ne peut faire ça, etc. Bon bah c'est moi qui vais le faire et au final c'est normal. Tu as raison que c'est une erreur qu'on fait un peu tous, Voilà. on peut se sentir un peu seul, etc. Et c'est qu'il faut pousser les autres à dire allez on y va, on essaye. Oui, bah, c'est normal et c'est bien je pense de se rendre compte dans ce contexte-là, dans le contexte associatif. C'est vrai. Parce que demain si on veut monter un cabinet, si on a des salariés, et bien déjà pour pas que le salarié se sente dévalorisé, donc on peut pas le décharger de ses missions, et surtout eh bien apprendre à motiver donc ces personnes-là pour qu'elles continuent à produire, faire des choses. Nous sommes obligés de compter sur les autres. Si on est chef d'entreprise et qu'on espère avoir un minimum de croissance, on peut pas travailler seul. C'est vrai. Voilà. Tu as raison de souligner parce que on va dire que le nombre fait la force aussi. Si on a l'impression, on se dit bon bah je peux compter sur personne. Oui. Mais moi je pense que tu vois le nombre fait la force, l'équipe fait la force et tu as raison de le souligner en fait. Mais oui, et c'est ce que j'avais dit justement à mon patron en partant, mon ancien patron. Vous avez la chance d'être tombé sur des personnes toutes plus exceptionnelles les unes que les autres parce que nous étions tous motivés dans son équipe, on avait tous envie d'avancer, on faisait des choses ensemble. Et si on veut progresser, il faut faire confiance aux autres. Il faut faire confiance, il faut accepter de déléguer, il faut accepter que les gens fassent pas aussi bien, qu'ils vont faire des erreurs. Eh oui, mais c'est vrai. Si nous, on veut se focaliser sur des missions à plus à valeur ajoutée et faire autre chose que de la production, faut laisser et dire bon c'est pas grave. On compensera les manquements, on compensera les erreurs, mais je laisse la place aux autres pour se montrer et se dévoiler également. Bien sûr. Mais je trouve ça vraiment génial de dire, voilà, c'est vrai que déléguer, c'est accepter que l'autre fera moins bien que si nous, on l'avait fait. Mais c'est aussi prendre du temps pour autre chose. Même mieux. Bien sûr, des fois, c'est mieux. Parfois, ils ont des... Mais quand les gens commencent, moi, je vois par exemple, quand j'ai des stagiaires, etc., mais je sais qu'entre guillemets, ils feront moins bien que moi parce qu'ils vont faire des erreurs, que je vais devoir prendre le temps de corriger. Mais au final, à la fin, ils feront peut-être aussi bien que moi. Ah oui. Donc, même si des fois, je perds du temps à un moment donné, je le gagnerai ce temps-là. Oui, à terme. À terme, on le gagne. Et c'est vrai qu'il faut se dire, voilà, il faut être patient aussi, je pense, dans ces moments-là. Ah oui, bien sûr. La patience, c'est une qualité qu'il faut avoir. Il faut dire, OK, je garde mon calme, je suis patient, j'explique. Et ça, c'est des notions qu'il faut avoir, voilà, dans les assos, même dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Et donc là, tu finis ta présidence régionale. Et qu'est-ce que tu fais ? Je finis ma présidence régionale, donc je reste au bureau régional en tant que trésorière. Ah, tu fais tous les postes en fait. Je fais tous les postes, voilà. Je me dis, ça je l'ai pas fait, je me dis, bon, pourquoi pas tester. Et je crois que c'était donc 2023, et en septembre 2023, je rejoins le national. Ah, comme vice-présidente. Ok. On m'avait déjà demandé auparavant, une année avant, mais je disais que c'était pas possible parce que la charge de travail avec la présidence, c'était trop. Énorme. Plus la vie perso à côté. Et donc, septembre 2023, je rejoins le national. Et c'était très intéressant parce que on voit que les missions sont pas du tout les mêmes. En région, on est sur le terrain. On propose des actions, des soirées, des événements, des formations. Au niveau national, on suit des projets. Des projets qui peuvent servir soit les adhérents, soit les membres des bureaux régionaux, pour le coup. Et en fait, c'est vraiment une approche un petit peu différente. On travaille on travaille plus pour une deadline pour le projet, on gère nos propres deadlines, on travaille quand on veut sur le projet, on se déplace une fois sur Paris, donc moi je suis une personne très mobile, donc pour moi ça n'a jamais été un problème de me déplacer un petit peu à droite à gauche. C'était assez prenant et j'ai pensé que la vice-présidence c'était un poste quand même assez stratégique sans être trop sur les devants de la scène pour vraiment apporter des choses et du coup moi, de mon côté j'avais fait un focus à nouveau sur la com, proposer vraiment des outils concrets pour les régions, des petites choses à droite à gauche comme ça. Donc c'était pas la même portée au final? C'était pas la même portée parce que là on fait partie également de commissions, au niveau de l'ordre des experts comptables, parfois même au niveau de la compagnie. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment à ce moment-là qu'on a de l'impact, mais sur tous les mémorialistes, sur le diplôme. Et c'est vraiment que c'est pas beaucoup plus enrichissant parce que c'est différent. C'est pas la même approche. Différemment. C'est pas la même approche. Oui. Et donc tu passes cette année et donc là tu arrives. Voilà, au moment un petit peu imprévu. C'est pas prévu, non? De la démission du président. Donc sous 24 heures, 48 heures. Il fallait prendre une décision, donc il nous fait l'annonce officielle à tout le bureau. 24-48 heures, fallait savoir qu'est-ce qu'on fait.
qui prend la suite de vice-président, donc moi et Nathan. J'étais dans un poste qui demandait pas beaucoup de... où j'avais pas beaucoup de responsabilités, parce que ça demandait du travail évidemment, mais j'avais pas beaucoup de responsabilités, contrairement au poste que j'avais auparavant. Et je me suis dit, bon, je peux gérer ça. Je peux gérer le poste et la présidence. Et donc, voilà, on avait discuté avec Nathan et on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas. Why not? Et je me propose pour la présidence. Ah là là. Je me propose pour la présidence. Et là, les choses prennent un tournant totalement différent. Parce qu'au final, donc, je démissionne du poste auquel je suis à ce moment-là. Pas spécialement... Enfin, j'ai vu la présidence comme une porte d'entrée sur une nouvelle expérience, en fait, plutôt que vraiment... j'ai pas quitté mon poste pour l'annexe. Non, oui, voilà. C'est pas ça. C'était juste que ça s'est déroulé... Enfin, voilà, c'était... Tu as eu la démission, mais tu n'as pas recherché. Tu t'es dit, bon, voilà, bon, maintenant que j'y suis, je vais rester comme ça. C'est ça. C'est ça. Et là, donc, il fallait être quand même assez présent sur Paris, donc pour les permanentes. Et oui. Parce que, donc, pour le contexte, l'Annexe, c'est une association qui, l'année prochaine, aura 80 ans. Nous avons 5 salariés. Donc, c'est Annexe CJEC. CJEC qui est donc l'association post-diplôme, l'association sœur donc, de l'Annexe. Oui. Nous avons des gros budgets. Nous devons rendre des comptes à l'ordre des experts comptables et à la compagnie qui nous aide donc, dans l'organisation de tous nos événements. Voilà, c'est quand même une grosse organisation et nous avons tout un étalement sur le territoire français, plus donc anciennement Dom-Tom. Eh oui. Donc il y a quand même de la masse en propositions de missions, en accompagnement, etc. Eh oui, il y a des comptas en plus sur chaque région. Oui. Oui, voilà. C'est pas une compta générale, c'est vraiment... C'est ça, oui. Parce qu'on arrive en plein sur... donc là, on est en janvier 2025, et on arrive sur l'établissement des bilans. Ah, bah oui, voilà. Donc tous les bilans, c'était quand même assez complexe. Eh oui, parce que là, tu arrives, il faut direct enchaîner en plus. Hein. Oui. T'as pas le temps de... Et là aussi, donc, on commence à creuser. Donc moi, naturellement, avec mon côté un petit peu entrepreneurial, mais c'est à la suite du DEC, donc j'ai obtenu le DEC à peu près en même temps, que j'ai réalisé... Mon postulat de base, que quand on est diplômé, on est entrepreneur, ben j'ai réalisé que c'est pas forcément le cas. Parce que y a des personnes qui ont le diplôme, mais qui vont avoir un profil très technique. Oui. Être entrepreneur, c'est différent. Être entrepreneur, ça se développe. Ça, il n'y a pas de problématique, ça se développe. Mais être entrepreneur, il y a quand même un certain goût de la gestion, un goût parfois de prise de risque, de gestion de conflits. Oui. Voilà, c'est vraiment c'est un peu du soft skill. Voilà, c'est complètement du soft skill. Totalement, en fait. Donc, parce qu'on peut être entrepreneur dans tout et n'importe quoi. Au final. Ah, mais oui. Et donc là, je mets ma casquette d'entrepreneur et j'avoue que maintenant, je sais pourquoi les entrepreneurs n'ont pas envie de faire leur compta. Moi non plus, j'ai pas envie de faire ma compta, prendre les tickets en photo, etc. C'est facile quand on va au resto et qu'il y a le ticket en direct, mais quand il faut aller chercher les factures sur les sites internet, boulot, etc., bah faut prendre du temps pour ça. Donc parfois, moi, je prends 4 heures dans la journée pour aller chercher toutes les factures, récupérer tous les éléments manquants de la compta. C'est vraiment une mission, une tâche à part entière dans ta vie d'entrepreneur. En fait. Ah, mais bien sûr, l'administratif prend énormément de place. Quand ton métier, c'est pas ça, bah c'est compliqué. Ah oui. Voilà. Ah, mais bien sûr. Donc là, on part sur de la gestion, de l'établissement de process et tout ça avec le CJEC parce que du coup, nous partageons les salariés ensemble. Là, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale sur gestion des salariés, gestion de conflits, gestion des problématiques, organisation des estivales. Des imprévus aussi. Gestion des imprévus, évidemment, ce qui font partie 90% du temps du quotidien. Beaucoup d'aspects en fait qui étaient un peu inconnus. Il y a aussi la gestion des partenariats. Donc, oui, c'est vrai. Donc nous avions une responsable des partenaires, mais par contre, il fallait valider certaines choses. Il y a certains projets qui émergent, donc comment on l'approche parce qu'il y a aussi donc, la gestion du chiffre d'affaires, la relance des clients. Enfin, en fait, toute la partie comptable, la partie suivi, la partie process, c'est un travail colossal. Ah, franchement, mais hyper intéressant. Parfois qui étaient difficiles, il y avait des moments... au final, j'ai vraiment senti avoir vécu une nouvelle période fiscale. Quoi. Il y avait des moments où c'était vraiment hyper compliqué. Mais pareil, le secret, c'est toujours de bien s'entourer. Avoir des personnes sur qui on peut compter, à qui on pourra justement déjà se confier, bien sûr. Se reposer aussi. Et ça a permis d'avoir une très belle expérience donc qui va se terminer en septembre prochain. Et j'espère que d'ici là, faire le maximum de choses pour l'annexe, pour remettre un petit peu à plat tous ces process afin que le prochain bureau, la prochaine mandature, puisse se concentrer sur les projets. Parce que l'annexe est là pour apporter aux mémorialistes, apporter aux membres des bureaux régionaux. Bien sûr.
Voilà, c'est pas pour... même si la partie gestion d'entreprise est très importante, voilà, le bureau national n'est pas vraiment là pour ça. Oui, peut-être le président quand même doit gérer cette partie-là. Oui, voilà, le président c'est son rôle. Voilà. Mais c'est que son bureau doit être là plus pour aider les adhérents, les régions, etc. dans tout le travail. Qu'est-ce que tu souhaites faire donc après cette mandature? Tu as des projets ou tu sais pas trop encore? Alors, c'est assez flou. En fait, il y a tellement d'options. La vie est faite d'opportunités. Et surtout en expertise comptable, parce qu'on rencontre tout le temps des personnes au travers de l'annexe, au travers du stage, et potentiellement des associations, potentiellement des créations de boîtes, ex nihilo. Enfin, il y a plein de choses. Et je pense que je vais encore avoir beaucoup d'opportunités je vais avoir beaucoup d'opportunités dans mon parcours. Et je vais faire en fonction. Je pense qu'à terme, forcément, je vais créer mon cabinet parce que c'est... Oui, c'est ta vocation quand même. C'est ma vocation d'être indépendante, de gérer mon planning comme je veux, pouvoir mettre en place les process que je veux, parce qu'aussi, c'est une difficulté de rentrer dans un cadre qui est déjà constitué. Et du coup, on prend les process qui sont menés, qui sont suivis par des salariés, gestion du changement. Ah oui, voilà. Il y a aussi, pas évident. On ne peut pas imposer à des salariés qui sont là depuis 5 ans de fonctionner différemment. Voilà, faut être quand même très très diplomate dans tout ça et dans la négociation et toujours apporter aux personnes. Tu sais pas trop encore. Je sais pas trop. Voilà, j'ai quelques pistes. Donc je vais voir comment ça va se faufiler comment ça va se présenter dans les prochaines années. Mais bon, tout est encore à écrire. Tout est encore à écrire. Bon, merci beaucoup encore, Martha, pour toutes ces explications, pour tes interventions. J'espère que ça aura été utile, en tout cas. Ah ben bien sûr, ça a été très clair, en tout cas. Oui, très bien. Franchement, ça a été très fluide. Et c'est vrai que c'est bien que tu puisses venir aussi parler de ton expérience, de ce que tu as vécu. Ça peut en rassurer certains et se dire, voilà, aujourd'hui, tu es diplômée et tu as plein de choses encore à vivre dans ton expérience professionnelle. Et merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Super.